comme mes camarades, je vais faire une petite session d'un quart d'heure étalée sur 3 quarts d'heure. Comme ça, on ne mangera pas. Ce sera parfait. Non, mais ils ont parlé de comment bien coder, C Sharp, tout ça. Moi, je vais parler un petit peu plus architecture. Parce que ce qu'on veut, c'est pas bien coder, c'est faire plein de conteneurs et les pousser partout. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Michael Ferry, je suis MVP Microsoft Azure. Je travaille à SOAT aussi, qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un compte rendu des différentes sessions qui ont eu lieu sur Service Fabric. Alors, il est marqué Azure Service Fabric, mais ça ne s'applique pas que à Azure. On va voir ce que c'est, parce que je crois que personne à peu près ne connaît ce que c'est Service Fabric. Voilà, vous utilisez Azure, vous utilisez Service Fabric, puisqu'en fait, Service Fabric, c'est... alors, on va juste faire le sommaire, et puis après, on va avancer. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est Service Fabric avec la migration avec .NET Core, faire de la CI/CD, parce que c'est le thème avec Azure DevOps. Forcément, nous aussi, on y va. On va présenter l'évolution, et comme vous ne connaissez pas Service Fabric, voilà, et les extensions. Donc, on va faire un petit rappel sur ce que c'est que Service Fabric. Service Fabric, en fait, c'est, on peut le voir comme un orchestrateur en fait, de microservices. Pour faire assez simple, c'est-à-dire que quand on commence à développer actuellement, on a plutôt avant, en fait, on avait des services et on faisait du bon legacy assez moche. Et depuis quelques années, on commence à faire du microservice. Pourquoi? Parce qu'on a différents langages, on a différents frameworks, et puis on a des services auxquels on n'a pas forcément envie de retoucher. Et on a commencé à découper un petit peu nos services, nos architectures, pour commencer à avoir moins d'adhérence en fait aux moindres migrations, moindres développements qu'on va faire, sans avoir à redéployer toute notre architecture. Service Fabric, en fait, il répond à ce besoin dans le sens où en fait, on va pouvoir créer nos services, nos microservices, ou nos services tout simplement, et on va les pousser sur un cluster. Un cluster, c'est quoi? C'est un ensemble de machines sur lesquelles en fait, on va faire exécuter notre code, nos services. Il faut savoir qu'en fait, cette architecture, c'est celle qui est utilisée par Azure pour utiliser ses propres services. C'est-à-dire quand vous utilisez Azure SQL Database, par exemple, derrière, c'est du Azure Service Fabric. Donc Azure, en fait, la plateforme Azure fonctionne sur Service Fabric. Et Microsoft a eu la bonne idée de se dire, ça marche pour nous, pourquoi on ne le proposerait pas à tout le monde? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un framework, un framework et un runtime, que l'on peut installer sur nos propres VM, sur nos propres serveurs, ou forcément les utiliser sur Azure en mode packagé et forcément payant. Depuis un peu moins d'un an, Service Fabric est devenu carrément open source. Donc Microsoft a décidé de montrer en fait à tout le monde son code source de son architecture, enfin en tout cas d'une sous-partie de son architecture, et de le proposer en fait sur GitHub à tout le monde pour pouvoir le faire évoluer. Il faut savoir qu'on pouvait déjà récupérer ce runtime gratuitement et l'installer sur nos propres serveurs, donc faire notre propre cluster de VM, de machines sur lesquelles on allait installer nos microservices, mais on n'avait pas accès au code source. Maintenant, on a accès au code source, on a accès au code source du SDK, et Service Fabric continue à évoluer, même si c'est open source, Microsoft continue à investir dedans, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc Service Fabric, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte d'orchestrateur de microservices, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer vos microservices, les pusher et dire, ce service-là, j'en veux 5 instances, ou je veux que dynamiquement, pour absorber la charge, je veux que mon front, si on a découpé le front et le back, je veux que mon front puisse scaler et avoir 50 instances du même service, du même front, qui tournent sur mes VM, pour que, un peu plus tard, quand la charge est passée, je puisse rediminuer. Il y avait une limitation quand même à Service Fabric, c'est qu'on pouvait faire du .NET, avec des services .NET, des services Java, mais le .NET Core n'était pas forcément très bien intégré. C'est pourtant quand même la figure de proue de ces derniers temps. Donc,
qu'est-ce que Microsoft a fait? C'est qu'ils se sont dit, ben, les Reliable Services, les services qui sont pensés, packagés pour être le mieux adaptés pour tourner sur le runtime de Service Fabric, ils l'ont bien poussé sur .NET Core. Donc vous allez pouvoir faire des services sur les versions les plus récentes de .NET Core. Vous pouvez développer du .NET Core et le faire tourner sur ce cluster. Ce cluster qui peut avoir des machines sur du Linux ou sur du Windows. Là où avant, on était obligé d'avoir du Windows, ça coûtait cher. On fait du .NET Core. L'avantage normalement de ça, c'est qu'on est abstrait un petit peu de la plateforme. Du coup, on va pouvoir faire des clusters Service Fabric sur Linux ou sur Windows. Et on va pouvoir faire les services en .NET Core. Et on se dit que bah, du coup, l'architecture autour, les SFProj, je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde qui connaissait Service Fabric. Les SFProj, c'est quoi? C'est l'outil de packaging. Il faut le voir un petit peu comme une sorte de SLN où vous allez avoir vos projets dedans. C'est ce qui va dire qu'en fait, votre service, on va le packager, on va le mettre sur le cluster et on va pouvoir jouer sur sa scalabilité. On va pouvoir dire, j'en veux 2 instances, 3 instances, je veux pouvoir le désactiver, le mettre à jour, etc. Et ça, c'est Service Fabric qui lui-même va faire ça de manière intelligente. Les SFProj sont toujours pas en .NET Core. Ça va nous poser un problème, c'est au niveau des builds. C'est-à-dire qu'on va toujours pas pouvoir faire un bon gros .NET Restore et .NET Build sur le SLN, simplement. C'est en partie réglé avec l'intégration à Azure DevOps. Donc je ne vais pas vous refaire une démo de Azure DevOps dans le détail, puisque ça a été fait par Guillaume de manière très efficace. Par contre, il y a des intégrations qui ont été faites dans Azure DevOps. C'est là qu'on voit que Microsoft pousse vraiment ses outils et l'intégration d'Azure DevOps en proposant en fait dès sa sortie des interactions fortes. Donc on va avoir dans le pipeline, alors, hop, on va avoir des nouvelles builds et des nouvelles releases qui vont nous permettre de gérer tout ce déploiement. C'est la partie qui est un petit peu complexe. Autant déployer, coder un service en .NET Core, c'est assez simple. Ce qui est compliqué si on veut faire du Service Fabric, tout comme si on veut faire du Kubernetes, c'est qu'il faut apprendre tout ça et c'est compliqué et souvent, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est avoir un service scalable. Donc, on a des nouveaux pipelines, build et release, que je vais vous montrer juste après. On va voir la gestion du .NET Core à l'intérieur. On verra avec les différentes étapes. On va voir la gestion le Docker Support. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des services, des applications qui non seulement vont, pour certaines, avoir du code .NET classique, qu'on va vraiment builder, qu'on va packager, qu'on va pousser, ou on va lui dire, en fait, ce que je veux, c'est différentes instances de ce container-là. Et donc, on va pouvoir lui dire, en fait, va chercher un container qui est sur Docker. Donc, on va aller vraiment assez simplement s'intégrer dans le pipeline de déploiement de microservices que l'on a déjà fait. Donc, si je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai un projet que j'ai appelé .NET Conf. Guillaume vous a montré comment on le crée. Il me dit, hop, on va pas dézoomer. Bon, ce sera zoomé, tant pis. On va pouvoir du coup gérer les nouveaux pipelines et on va pouvoir lui dire, je veux que tu builds un projet Service Fabric. Pour ça, en fait, on va créer un nouveau pipeline. On va lui dire qu'on récupère notre code source. Comme disait Guillaume, on peut le récupérer d'un peu n'importe où. On n'est pas limité. C'est un truc qu'il faut bien comprendre. Azure DevOps, ça n'a d'Azure finalement que le nom. C'est parce que c'est un service Azure. Derrière, vous pouvez avoir votre code source qui est hébergé sur ce service-là. Il peut être hébergé sur GitHub, sur un repo local, etc. Il n'y a pas de souci. Et le déploiement peut être fait ailleurs, comme la build. Donc, on va dire qu'on va prendre un nouveau
un nouveau projet. Et là, on va avoir la possibilité d'aller chercher des nouveaux templates. On a deux nouveaux templates, les Azure Service Fabric Application, donc ça c'est pour faire du déploiement simple, et avec Docker Support, dans lequel on va pouvoir, on va cliquer dessus, on va pouvoir définir en fait le container registry dans lequel il va aller chercher par défaut les containers, les images des containers. Donc tout est intégré, vous allez voir. Donc les différentes étapes qu'il va nous faire, c'est le use Nugget 4.1, le Nugget Restore, le build de la solution et le build des SFProj, parce que comme je vous le disais, les SFProj ne sont pas encore en .NET Core, donc on est obligé de le faire en deux étapes. Ensuite, on va taguer les images, le latest ou autre de notre container. On va le pusher sur Docker. On va récupérer nos artefacts et les pusher dessus. Et après, en fait, on va demander à Service Fabric d'aller prendre ces containers-là et d'en faire une application. En gros, de déployer ces services-là. Il y a la même chose pour la release. Je vais éviter de prendre trop de temps et de vous le montrer. Mais pour la release, on a la même chose. On va pouvoir dire, je prends mes artefacts qui sont issus de cette build-là ou d'une autre, et je vais le pusher sur un cluster. Un cluster qui peut être un cluster Azure, Service Fabric, qui peut être un cluster local chez vous, avec le endpoint, etc. Il y a une nouveauté qui a été annoncée il y a quelques mois, c'était au tout début de l'été, c'est Service Fabric Mesh. En fait, Service Fabric Mesh, c'est l'évolution de Service Fabric qui part un petit peu sur la mode clusterless. Donc il y a le serverless. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas envie de gérer notre infrastructure. Mais là, c'est pareil. Gérer un cluster, savoir qu'on a 5 VM ou 15 VM sur lesquels on va devoir mettre à jour notre OS, mettre à jour le runtime de Service Fabric, c'est pas quelque chose qui est forcément intéressant. Ou en tout cas, qui n'est pas forcément stratégique pour votre client ou pour vous-même. Donc en fait, Microsoft a proposé Service Fabric Mesh. C'est quoi? C'est la possibilité en fait de dire, j'ai des containers, je veux qu'ils fonctionnent, j'en veux 5 instances. Vous n'aviez pas la pression comme ça, vous. Donc là, c'est vraiment s'abstraire en fait du cluster sur lequel ça tourne, et c'est de dire, je veux juste mon application avec tant d'instances. Mon application, c'est tant de services, ce sont ces services-là qui vont s'orchestrer de cette manière. Donc, si vous voulez quelque chose de complètement managé, vous allez faire du Service Fabric Mesh. C'est en preview, hein, donc il n'y a pas encore tout, mais vous pouvez commencer à aller voir. L'avantage, vu que c'est en preview, c'est que c'est gratuit. Et vous pouvez, si vous voulez gérer tout, vraiment tout gérer vous-même avec votre infrastructure, là, vous prenez un Service Fabric. Même, vous n'êtes pas obligé de prendre le Service Fabric, Azure Service Fabric, mais vous pouvez prendre le runtime et l'installer chez vous. Je vous le déconseille, en tout cas pas sur votre machine de dev, ça va piquer un petit peu, mais vous pouvez. Et là encore une fois, c'est gratuit. Il n'y a que la partie qui est en fait du Azure Cluster, où forcément vous allez payer les VM sur lesquels ça tourne. Voilà. Ça change un petit peu la façon dont on va gérer nos développements. Je vous donnerai les slides de toute façon, donc vous regarderez un petit peu plus en détail. Je sens que je vais avoir encore un petit tac-tac-tac si je vous détaille tout ça. Donc Service Fabric Mesh, juste pour vous dire, il y a quand même des limitations, notamment au niveau des quotas des capacités en fait, que vous allez pouvoir utiliser dans vos applications. Actuellement, vous pouvez avoir que 5 applications, 12 cœurs par application, donc à répartir entre tous vos services. Vous avez de la RAM, etc. Enfin, tout ça qui fait que, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire forcément quelque chose qui remplace votre prod, mais qui pourra vraiment commencer à servir de POC et à être challengé. Au niveau des limitations, sur Linux, on n'a aucune limitation. Ça fonctionne. Quelle que soit l'image du container que vous avez qui se base sur une image Linux, ça tournera sur Mesh. Par contre, pour Windows, il faut que vous basiez sur des images Windows Server 2016 ou Windows Server version 17.09. Voilà. Mais après, en général, si on veut faire du Mesh, on est quand même sur du dev assez récent. Donc, on n'a pas forcément besoin de partir sur de Windows avec la limitation qui va bien. Service Fabric Mesh, on a une extension qui a été publiée il y a très peu de temps. Alors, on a du coup cette extension dans Visual Studio.
En fait, ça va nous permettre de quoi? Ça va nous permettre de faire une nouvelle application. Je vous invite à le faire, à télécharger en fait juste le plugin et ça va assez rapidement. Vous faites une nouvelle application, vous allez voir que vous allez avoir dans votre application le YAML, le Docker Compose, enfin exactement comme si vous aviez développé en ciblant du Kubernetes ou autre, sauf qu'à la fin, vous allez pusher sur du service fabric. Alors, ça, on retourne. Hop. Il y a aussi une extension pour VS Code. Alors, elle n'est pas officielle. Voilà. Je vous laisse trouver l'easter egg. N'hésitez pas à nous aider. Il n'y a pas beaucoup de téléchargements. Non, par contre, vraiment, en fait, quand on fait du développement en .NET Core, c'est cool d'avoir du Visual Studio, mais c'est un petit peu lourd. Donc, pourquoi pas tout faire dans du VS Code? Donc, je vous invite, c'est open source, allons-y. Pour la démo, je pense que je vais passer. Hein, on va aller vite. Par contre, il y a une démo qui existe, c'est la démo de celle qui a été utilisée pendant la .NET Conf. Donc n'hésitez pas à aller la chercher, vous la téléchargez, vous pouvez déployer en local. Même le mesh, vous pouvez le tester en local. Donc ça fonctionne sur votre cluster local, c'est juste que ça simule l'utilisation sur du mesh. Vous pouvez télécharger le service fabric SDK. Donc ça, c'est pour faire les services vraiment à l'ancienne, enfin à l'ancienne, il y a quelques mois. Et pour tester Service Fabric Mesh, il y a les liens simples qui sont celui-ci pour aller télécharger la version de la CLI qui vous permet de lancer les commandes qui vont bien. C'est du template ARM simple. Et là, il y a des samples. Si vous n'avez pas envie de coder vous-même vos samples, vos images pour tester, il y a un certain nombre de samples qui sont fournis par Microsoft, une application Hello World classique, une application de vote pour vérifier pour voir justement la scalabilité de votre application, etc. Et comme je vous disais, Service Fabric est open source, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. C'est du bon C++, ça rappelle que c'est quand même lourd derrière, c'est bien fait. Voilà, merci.